Tammy Nothomb, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'avez pas froid là? Non, tout va bien. Non, parce que quand vous écrivez, vous crevez de froid. Ah oui, en effet. Mais là, si vous gardez vos mitaines, c'est pas parce que vous avez froid? C'est le porte-jartel de la main. Ah, c'est le porte-jartel de la main. Très bien. Ça commence fort. Alors, il y a plein de trucs en promo là. Il y a Le Sabotage amoureux, donc, qui était un roman que vous avez publié en 93, qui est monté sur scène au théâtre du Ranelagh. Adapté par Annabelle Milot et Pascal Lissilour avec Valérie Mérès. Alors Valérie Mérès, vous l'avez connue quand vous êtes allé chez Laurent Ruquier. En effet, ce mois de septembre pour l'apparition de Mercure, j'ai rencontré Valérie Mérès qui m'a dit « Tiens, je suis en train d'étudier votre texte parce qu'on monte la pièce Le Sabotage amoureux ». Moi, je suis tombée des nues, j'ai dit « Première nouvelle, je n'en savais rien ». Pour vous dire à quel point je n'y suis pour rien. Oui, bah, d'ailleurs, alors vous l'avez vu hier soir pour la première fois. J'étais vierge jusqu'à hier soir. Et alors ? C'est sensationnel. C'est vrai, vous êtes content, non, sérieusement? Je m'attendais au pire. Sincèrement, pour moi, il n'avait aucune chance de réussir. C'est un livre qui n'avait aucune chance d'être adapté au théâtre. C'est de la narration, c'est surréaliste. Racontez-nous, dites-nous en gros l'argument du livre. C'est un souvenir d'enfance, ça se passe à Pékin de 72 à 75. C'est une guerre enfantine et le récit d'un premier amour. Avec la petite italienne, là, Elena. C'est ça. Scéniquement, ça me paraissait promis au désastre. Mais la mise en scène est tellement incroyablement ingénieuse que c'est fabuleux. Tout le monde est époustouflé. Vous êtes contente? Je suis très contente. C'est au théâtre du Ranelagh, donc vous pouvez y aller, hein, ça y est, là maintenant c'est sur scène, c'est parti avec notre amie Valérie Mérès. Voilà. Alors, ça c'est la pièce. Oui. Après, il y a le film. Alors, le film est tiré de votre premier roman qui s'appelait Hygiène de l'assassin, donc qui était en 92. Et nous, on avait reçu ici Jean-Claude Dreyfus qui était venu nous en parler, on était allé voir la pièce à l'époque. Donc là, c'est un film qui a été fait par François Ruggieri. Avec Jean-Yann, hein, c'est ça? Oui, ça n'a absolument rien à voir avec la pièce jouée par Dreyfus l'an passé. C'est encore tout à fait autre chose. Ici, on peut le dire, on est assez loin du roman de base. Oui, d'ailleurs, il y a écrit « librement trahi ». J'ai créé, pour les besoins de la cause, une nouvelle formule juridique. J'avais l'intention de bien m'entendre avec François Ruggieri, qui est l'homme le plus charmant du monde. Or, son scénario vraiment me posait problème, parce que le lien de parenté avec mon livre est très flou, mais vraiment très flou. Alors, je lui ai dit, écoute, si tu veux qu'on s'entende bien, j'exige que tu crées pour moi une nouvelle formule juridique qui figurera aussi bien sur le contrat que sur le générique. Librement trahi. Librement trahi de à la place de librement adapté de. Je me demande si la formule fera école. Si, c'est bien. Bah, ça fera école, parce que c'est généralement le cas. Alors, il y a Jean-Yann, il y a Barbara Schulz, qu'on voit dans Les Portes du Ciel de Jacques Attali, avec Depardieu en ce moment sur scène. Alors, dites-nous l'argument, enfin, on avait beaucoup parlé avec Dreyfus ici, mais dites-nous de quoi il retourne, quoi. C'est ce vieux prix Nobel. C'est un vieux prix Nobel de littérature mourant. Il n'a plus que pour 2 mois à vivre et il décide, comme dernier divertissement, de s'offrir une journaliste à démolir comme passe-temps. Seulement, il tombe sur une dure à cuire, qui est la petite Barbara Schulz, qui était patente. Et ça va donner une joute verbale. Voilà. Alors, troisième chose, vous venez pas pour rien quand vous venez, vous. Troisième chose, il y a le livre, donc Mercure, qui est sorti en septembre, qui marche très très bien, non? Oui, vous pouvez nous en dire un mot comme ça pour... Très difficile d'en parler parce que c'est un livre qui est entièrement construit à partir d'une imposture verbale. C'est un trucage. Pour la première fois, j'ai vraiment écrit avec un trucage. Du coup, si j'en parle, le trucage s'effondre. C'est très difficile. On l'achètera, on le lira. C'est chez Albin Michel. Voilà, alors, disons, hein. Alors, vous êtes un personnage étonnant, vous avez fait irruption dans les médias français il y a quoi? Il y a 7 ans, hein, maintenant. Il y a 6 ans et demi, à peu près, oui, c'est ça. Et vous vous êtes effectivement taillé une place parce que vous êtes un personnage très particulier. D'abord, vous venez d'une famille qui, en France, on ne connaît pas bien, mais en Belgique, la famille Nothomb, c'est quelque chose. C'est ça qui est merveilleux, c'est d'être publié en France. Les 3 quarts des Français me demandent pourquoi j'ai choisi ce pseudonyme étrange et ils ne savent pas combien leur question est rafraîchissante. Parce que c'est vrai qu'en Belgique, c'est un nom assez lourd à porter. C'est très connu, bien sûr. En 1830, au moment de la création de la Belgique, le type qui a écrit la Constitution s'appelait Nothomb. Absolument. C'est-à-dire que la Belgique résulte de la coalition de 10 familles, on peut dire, qui chacune ont apporté une partie de leur territoire. L'extrême sud-est de la Belgique a été apporté par les Nothomb. Voilà. C'est affreusement lourd à porter. Alors, vous aviez c'est votre arrière-grand-père qui s'appelait Pierre, hein? Oui. Alors, qui était un personnage intéressant, qui est un poète chrétien, qui avait fondé l'Action nationale, qui est un peu comparable à l'Action française. Vous pouvez imaginer comme ce nom est dur à porter. Oui, il paraît que quand vous êtes arrivé à l'université, les gens vous regardaient avec un air un peu consterné. Mais d'autant plus que moi, je n'étais au courant de rien. Vu que je suis née en Extrême-Orient, j'ai grandi en Extrême-Orient et mes parents avaient eu le bon goût de ne rien Vous ne saviez pas ce que ça voulait dire? Je ne savais rien. On ne sait pas qui il était, quoi. Absolument pas. Je suis arrivée pour la première fois en Europe à 17 ans, à Bruxelles, pour aller à l'université. Mais dites-moi, il n'a rien fait de mal quand même, si? Il n'a rien fait de mal. Non. Est-ce qu'il était rexiste?
Il l'a probablement été, mais en même temps non, parce qu'il était beaucoup trop chrétien pour ça. Oui, les rexistes, il faut dire, donc c'est les gens qui sont partis de Léon de Grelle, donc des gens un peu d'extrême droite, un peu collabos. C'est ça. Non, il a dit beaucoup de choses, il a écrit beaucoup de choses, il n'a rien fait. Lui, il voulait faire la Grande Belgique. Alors ça, c'est rigolo, il avait un projet de refaire. C'est plus grave que ça. Il voulait créer un empire catholique d'Europe, dont il se serait bien vu empereur parce qu'il était assez mégalo, qui serait allé de la Flandre à Venise. Ah oui, d'accord, oui, c'est la Lotharingie de Lothaire, fils de Charlemagne. Dois-je préciser que je me désolidarise totalement de tous ces points de vue? Bien sûr, mais enfin bon, en même temps, c'est votre grand-père, quoi. Je ne l'ai jamais connu, je suis né en 67, je me sens un petit peu étrangère à tout ça. Il y a plein de gens en France aujourd'hui au gouvernement qui ont eu des parents collaborateurs. Et voilà, ils sont socialistes, il n'y a pas de problème. Vous l'avez lu, son bouquin, Le Prince d'Holzheim? Non, j'ai lu l'un de ses livres. Ne serait-ce que pour ce livre-là, je ne rougis pas totalement d'être son arrière-petite-fille. Il est le seul écrivain au monde à avoir écrit un roman de science-fiction catholique. C'est-à-dire que ça s'appelle La Rédemption de Mars. C'est l'histoire d'un missionnaire qui prend une fusée pour aller sur la planète Mars dans l'idée d'évangéliser les Martiens. Ah oui, t'es bien allumé, votre arrière-grand-père. Ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y parvient pas parce que mon arrière-grand-père était torturé par la chair et son missionnaire qui va sur la planète Mars succombe aux appâts d'une très belle martienne et ça se termine par une scène d'amour entre le missionnaire et la belle martienne. Et non, c'est de famille, l'imagination, hein. Alors, bon, vous êtes né au Japon, vous, effectivement, vous n'étiez pas au courant de tout ça, parce que vous êtes né à Kobe, votre père était ambassadeur, votre père, c'est quelqu'un aussi, c'est quand même le seul Européen qui sait chanter le no. C'est le seul non-japonais au monde à chanter professionnellement le no. Vous, c'est les pouces, lui, c'est le no. C'est une famille incroyable. Alors là, bon, toute votre enfance, vous êtes un peu brinque-ballé, hein, comme les enfants d'ambassadeurs, vous déménagez tous les 3 ans en Chine, au Laos, Birmanie, Bangladesh. Et alors la seule chose finalement que vous retrouvez d'escale en escale, c'est un peu la bibliothèque de vos parents, quoi. C'est ça. Paradoxalement, si on lit mes livres, on pourrait se dire avec l'enfance qu'elle a eue, ça va être des romans exotiques. Oui, pas du tout. Ce sont au contraire des romans très axés sur le langage parce que très vite j'ai compris que la seule identité que j'avais à travers tous ces déracinements, c'était le langage. Vous avez lu Les Misérables à l'âge de 9 ans quand même. Il y avait une part de pause dans tout ça, vous savez. Ah bon, d'accord. Je voulais poser à 9 ans. Alors, vous avez commencé à écrire très jeune. Hygiène de l'assassin, qui est le premier bouquin publié en France, en fait, était, je crois, le 10e, le 11e. Le 11e. Le 11e. Alors, bon, vous écrivez ce bouquin, vous l'envoyez par la poste. Oui. Vous l'envoyez chez 2 éditeurs, chez Gallimard et chez Albin Michel. Hein. Oui. Alors, Solers vous répond, je n'aime pas les canulars. Oui. Il est con, là, il a perdu une affaire, là. Mais moi, je remercie très chaleureusement Solers parce que je suis tellement contente d'être chez Albin Michel. Mais c'est quand même grâce à lui, quoi. Oui, bah oui, finalement. Oui. Mais là, il doit se mordre les doigts quand il vous croise dans les cocktails. Vous vendez beaucoup de livres maintenant, non? Oui, mais il affecte de ne pas me reconnaître. Mais tout va très bien. Moi, j'aime beaucoup Solers. J'aime bien ce qu'il fait. Enfin, ça se fait pas, ça. Alors. Bon. Alors, Hygiène de l'assassin, donc sorti en 92. Après, vous en avez sorti un par an. Hein. Il y a eu Le Sabotage amoureux, donc qui est la pièce avec Valérie Mérès au Ranelagh en ce moment. Oui. Les Combustibles en 94, Les Catilinaires en 95. Alors après, il y a Attentat en 97 et Mercure en 98. Et il y en a un qui est oublié dans votre biographie, votre bibliographie, qui est transmise par Albin Michel, donc c'est pas tapé. C'est Péplum. Tiens, ils ne l'ont pas mentionné. Pourquoi vous ne dites pas bien Péplum? Bah, j'en sais rien, moi, vous venez de m'apprendre qu'il n'était pas dedans. Non, parce qu'à l'époque, la critique avait dit que c'était bavard et interminable. Mais la critique a dit à mon sujet tout et son contraire. Oui. Je peux vous trouver pour n'importe quel de mes livres autant de partisans que de détracteurs. Donc Péplum, c'est pas vous qui leur avez dit, on ne le mettait plus dans ma bibliographie? Non, absolument pas, moi je reconnais tous mes enfants. Très bien, ça en fait un paquet maintenant. Alors vous avez beaucoup de succès non seulement en France, mais dans d'autres pays. Je suis traduite en 18 langues. 18 langues. Et en Allemagne, vous avez le Grand Prix des libraires. C'est quand même bien, ça veut dire que c'est un succès populaire, c'est pas seulement... Ah non, ça se passe bien. Alors, vous avez écrit 40 bouquins, 7 publiés, mais... Je suis en train d'écrire le 36e, n'exagérons rien. Mais graphomane, quoi, c'est une maladie que vous avez. C'est un peu une maladie, mais c'est une maladie qui me fait jouir, donc je suis très contente. Ah bah oui, ça c'est les meilleures maladies. Oui. Alors, vous êtes très branché chiffres, hein, vous dites, je fais partie des 1% d'écrivains qui vivent de ce qu'ils écrivent, vous dites... J'écris 3,7 manuscrits par an. Je suis fascinée par les chiffres parce que je n'ai jamais rien compris, donc ça me fascine. Alors, vous dites, j'assiste à ma propre fécondité avec beaucoup de passivité. Vous dites, j'écris 4 heures par jour, sinon je suis dangereuse. Alors, il y a une phrase qui est terrible dans ce que vous dites. C'est, vous dites, le matin, j'ai besoin d'être traite, comme une vache. Non, je sais, c'est monstrueux, mais je trouve moi-même assez répugnant ce besoin d'écrire. Vous trouvez ça répugnant aussi? Mais qu'est-ce que je peux, je peux y faire? Vous n'y pouvez rien, bien sûr. C'est comme ça, quoi. Ouais. C'est terrible. Ouais. C'est un...
C'est un peu monstrueux entre nous. Complètement. Ouais. Mais bon, j'ai trouvé le moyen d'en vivre. Non, attendez, vous avez l'air très en forme et tout. Mais comme disait Beckett, vous êtes bon qu'à ça, quoi. C'est certain. C'est certain. Alors, ça pose des problèmes parce que si vous continuez à sortir un livre par an, on n'est pas à l'abri d'avoir à la fin comme ça 60 ou 70 livres. Je n'ai aucun projet d'avenir, je n'ai jamais de projet d'avenir. Vous allez continuer à publier tous les ans un livre? Je n'en sais rien. Septembre 99, oui. Après, j'en sais rien. Ah bon, d'accord. Je ne vois jamais les choses moi, à ça long me dérange terme. pas, mais enfin, c'est vrai que ça fait quand même à la sortie, ça fera 60 bouquins. Mais c'est pas très grave parce que c'est des tout petits livres. Ouais, plus ceux que vous publiez pas. Plus les innombrables que je ne publierai pas. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous vivez vraiment en écriture, comme on dit, est-ce que vous n'avez pas peur d'écrire sans vivre parce que... Oh, n'ayez pas peur. Non? J'ai une vie amoureuse très intense qui me rattache beaucoup à la vie. Ah bon? Oui. Alors, vous avez toujours eu ce désir d'un peu, et c'est pour ça que vous êtes devenue une vedette aussi, bien évidemment, un peu d'épater, de briller dès votre plus jeune âge, non? Détrompez-vous, on peut dire que de l'âge de 10 ans à l'âge de 20 ans, j'ai été totalement seule. Ah ouais. S'il n'y avait pas eu ma sœur, qui est pour moi un personnage essentiel, il n'y aurait eu Donc personne. là, c'est un peu une revanche, là. C'est pas ça. Je n'avais sincèrement jamais songé à la moindre espèce de célébrité. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'à l'âge de 23 ans, j'ai pensé à gagner ma vie parce que ça, il fallait bien que ça arrive. Vous avez descendu, vous avez fait une descension du Fujiyama, vous avez descendu en 40 minutes 3776 mètres. C'est bien pour vous faire remarquer, ça, quand même, non? Non, l'exploit sportif... C'est un record, en plus. C'est un record mondial, mais l'exploit sportif est toujours une chose qui m'a fascinée. En dehors de toute vous êtes quand même exhibitionniste, vous exhibez votre pathologie. Mais vous ne savez pas ce que je n'exhibe pas, ce qui fait que finalement, je ne suis pas exhibitionniste du tout. Non, mais pour les télés, vous êtes une bonne cliente parce que vous dites quand j'étais petite, j'étais anorexique. C'était un refus de rentrer dans le monde des adultes. Vous dites, dès la puberté, l'existence n'est qu'un épilogue, ce qui n'est pas très gai. Vous étiez un peu alcoolique parce que vous finissiez les coupes de champagne à l'ambassade. J'étais très alcoolique, oui. Asthmatique? C'est pas très médiatique. Non, c'est pas médiatique, mais enfin, cette accumulation comme ça Et alors, vous êtes, attendez, ce qui est médiatique, en revanche, vous êtes pourritophage, quoi. C'est-à-dire que vous mangez des fruits blés, du roquefort, des choses un peu pourries, quoi. Je ne vois toujours pas ce que ceci a de médiatique. Ça vous rend intéressante par rapport à tous les autres qui ne mangent pas des trucs pourris. Mais je trouve ça un petit peu triste de s'intéresser à moi pour ces raisons-là. Je pense que mes livres sont de meilleures raisons pour s'intéresser à moi. Ah, mais on s'y intéresse à vos livres, bien sûr. Je peux parler de la pourriture si ça amuse les gens. Oui. Mais personnellement, c'est simplement mon alimentation. Je ne trouve pas ça intéressant. Mais quand on vous demande votre hobby, vous dites vomir. Disons que c'est une chose qui m'arrive souvent en écrivant. Ouais. Vous n'avez pas peur, effectivement, qu'on parle plus de tout ça que de vos bouquins, non? Je vais vous dire, d'une certaine façon, même si je trouve ça tout à fait lamentable, d'une certaine façon, ça m'arrange bien. J'ai écrit dans Hygiène de l'assassin que parler d'un livre n'avait aucun sens. Et je persiste à penser que parler d'un livre n'a aucun sens. Il faut le lire. Alors plutôt que de vous expliquer, oui, vous voyez, mon livre est très profond parce que je me dis, tant pis, je vomis et puis c'est très bien. Non, mais c'est très bien, Voilà. En tout cas, vous êtes très particulière. Merci. Merci. À bientôt. On ne se connaissait pas, comme ça maintenant on se connaît. Et puis vous viendrez en septembre 99 alors pour le suivant. Vous savez le titre déjà? Oui, mais je ne l'ai dit jamais à l'avance. Ah, pas de chance. À bientôt. J'accueille maintenant Amélie Nothomb. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bravo pour la manœuvre Loïc. On voit qu'ils ont l'habitude sur les bateaux. T'as vu comment il a bougé là? Et il n'est pas attaché là. Là, il prend des risques. Alors, Amélie, je suis très déçu parce que vous n'avez pas de chapeau. Pourquoi tu as des mitaines? Ah, mais ça, c'est très beau. C'est le porte-jartel de la main. Ah, bien. Joli. Ah, joli. On sent l'auteur tout de suite. Alors, votre actualité, les combustibles, reprise à partir du 25 mars au studio des Champs-Élysées pour 60 représentations. Alors, je dis en vitesse, les combustibles, c'est des livres en fait. Oui. C'est des gens qui n'ont plus d'autre façon de ne pas mourir que de brûler des livres. Deuxième actualité, justement, alors là je vais montrer, hein, attention, vous êtes prêts les enfants? Voilà, Stupeur et Tremblement chez Albin Michel, Grand Prix de l'Académie française. Hein. Gros succès. Et en fait, comme vous le savez, Françoise, c'est que Stupeur et Tremblement, c'est une façon de s'adresser à l'empereur du Japon. Et c'est une parabole, d'une certaine façon, pour parler de l'entreprise qui, au Japon, est déifiée. C'est ça, hein? Oui, c'est une histoire vraie. C'est votre histoire, en fait. Vous avez bossé dans une multinationale au Japon et vous racontez dans ce bouquin comment ça se passe. C'est l'histoire d'une chute sociale vertigineuse qui se termine aux chiottes. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Oui. Alors, c'est un peu autobiographique, enfin c'est beaucoup autobiographique. D'abord, vous êtes très lié au Japon, vous êtes né à Kobe, votre père était ambassadeur de Belgique le jour et chanteur de No la nuit. C'est toujours vrai, oui. Toujours vrai? Oui. C'est comment le No?
Faites-nous voir un peu. Je vais être défigurée par votre faute parce que dites-vous bien que rien ne me prédispose à posséder l'organe qu'il faut. Donc je vais devoir le chercher à des endroits Indicibles. Indicibles. Watashi yori toshi yori desu. Ah, je vous félicite. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand Amélie Nothomb était petite, ça dure 3 plombs. Vous avez juste. Ça dure 4 heures. 4 heures, pardon. Là, vous avez juste 30 secondes. Et alors, elle était obligée d'être. La prochaine émission. Vous étiez à genoux. Absolument. Votre père, vous devez mettre à genoux comme ça. Mais c'était pire pour lui parce que lui, il chantait à genoux. Lui, il chantait à genoux, vous écoutiez à genoux comme ça. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de faire là? Non, là, ça n'avait aucun intérêt, c'était un jeu de mots débile. Mais normalement, c'est du japonais Oui, j'ai remarqué que c'était un jeu de mots, mais je voulais juste savoir. C'est Watashi qui t'a fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle était très contractée comme ça, qu'elle disait Tushi. Et ça a un rapport avec le bouquin? Oui, le bouquin se passe au Japon. J'ai eu du mal à trouver ça joli, mais je comprends que peut-être je n'ai pas la culture qu'il faut. Et en Non, hasard, c'est vrai. nous avons un autre type de chants qui sont plutôt Haridawalla, qui est plus. Your Guider maintenant. Ah, ça y est, on te dit Alsace, tu penses à Your Guider. Oh, attends, j'ai vu dans l'œil d'Eli, nous nous sommes regardés, on était. Eli était Un petit recul, là, comme ça. Eli a eu peur. dit. d'un coup, oui. Alors, vous avez une enfance finalement, malgré des plombes entières passées à genoux à écouter votre père chanter du no, une enfance assez heureuse. Oh oui. Et vous dites que souvent l'enfance malheureuse est utilisée en matière de criminalité comme une circonstance atténuante, et que finalement l'enfance heureuse devrait l'être aussi parce que d'une certaine façon vous êtes vous depuis abonné à la nostalgie, vous avez une vie très très triste. Oui, il faut me plaindre beaucoup. On vous plaint beaucoup. Alors quand vous étiez au Japon, vous étiez l'objet de racisme. C'est vrai que les petits garçons et les petites filles vous déshabillaient pour voir si vous étiez blanche partout. Mais c'est-à-dire que j'allais au jardin d'enfants japonais et j'étais la seule non-japonaise de mon jardin d'enfants. Et un jour, on m'a retrouvée dans la cour de récréation, en dessous de tous les autres enfants qui m'avaient déshabillée, en effet, pour voir si j'étais blanche partout. Ils sont sympas, les petits Japonais. Et alors, j'étais blanche partout. Vous êtes blanche partout? Oui. Très bien. Alors, donc ça, c'était la bonne époque, hein, c'était le Japon. Oui. Après, ça commence à partir en Chine. Alors là, c'est terrible parce que vous êtes gardé par des soldats. Si vous parlez à des gens, après, on ne les revoit plus jamais parce qu'il ne faut pas parler aux étrangers. Oui. C'était à quelle époque, ça? C'était de 72 à 75. Ah ouais. Voilà. Donc, c'était encore le maoïsme. Oui. Voilà. Et le père d'Amélie donc, était ambassadeur de Belgique. Donc, après, vous êtes allé au Laos, en Birmanie, au Bangladesh. Et vous dites très bien, et on comprend très bien ce que vous avez vécu, vous dites, ma seule identité, c'était le langage. Et mon seul repère, la bibliothèque de mes parents. Absolument. C'est la seule chose. Ouais. C'est la seule chose que je ne perdais pas tous les 3 ans. Voilà. Oui. Alors à 9 ans, vous lisiez déjà Les Misérables, un peu pour la galerie, mais enfin vous le faisiez quand même. Oui. Hein? Oui. Et alors vous avez lu la Bible aussi assez jeune. Oui. Et vous avez trouvé ça très sexuel. Écoutez, l'Ancien Testament regorge d'allusions sexuelles. Ouais. Et bon, quand j'étais petite, je ne les comprenais pas vraiment, mais je comprenais que c'était louche, quoi. Ouais. Je faisais une liste. Mais il y a comme une ça. phrase d'ailleurs, c'est tu ne forniqueras pas avec la nièce de ton beau-frère. Mais c'est dans le Lévitique et dans le Deutéronome, il y a des règlements sexuels d'une précision dingue et qui sont inquiétants parce que ça veut dire qu'ils avaient vraiment pensé à chaque cas. Donc ça a vraiment été écrit par des gens très obsédés par des sexuels. obsédés. Oui. Ouais. Alors, après tout ça, vous retournez en Belgique, vous découvrez votre grand-mère, qui est assez méchante avec vous. Elle vous dit, j'espère que tu es intelligente, parce que tu es tellement laide. C'est la première chose qu'elle médite, en effet. Sympa. Ce qui fait que, mais c'est formidable, parce que suite à ça, toutes les vacheries que les critiques peuvent me dire, c'est rien du tout. Et en quoi. plus, les critiques, ils vous disent pas tellement de vacherie, Amélie. Hein. Vous êtes plutôt... Je ne suis pas tellement à plaindre de ce côté-là. Non, de ce côté-là, sûrement pas. Ça marche très bien pour vous. Et vous découvrez à ce moment-là que votre Pierre Nothomb, c'est votre grand-père. Mon arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père Pierre Nothomb, romancier assez connu en Belgique. Parce que la famille Nothomb, c'est une famille importante en Belgique. Parce que la Belgique, je vous ai expliqué. Quand la Belgique s'est constituée en 1830... Là, Thierry, tu perds du monde, c'est une catastrophe. Non, je perds pas du monde parce que je pense pas que les gens qui nous regardent soient imbéciles. Non, mais c'est quand la Belgique s'est constituée en 1830, chaque famille a apporté une partie de la Belgique. Et la famille Nothomb a apporté l'extrême sud-est. Le Luxembourg belge. Voilà, le Luxembourg belge. Donc chacun a apporté. Et il y a la constitution belge a été écrite par un Nothomb, entre autres. Hein. Et donc votre arrière-grand-père, donc Pierre Nothomb, avait fondé un mouvement qui s'appelait l'Action nationale, Jacques, enfin bon, bref. qui était un petit peu comme l'Action française. Et quand vous disiez votre nom à l'université, les gens faisaient la gueule, que vous ne saviez pas, vous. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout au courant et que je l'ai appris un peu tard, oui. Quoi. Et donc là, vous décidez de retourner au Japon. Oui, parce que pour moi, c'était mon pays, oui. Voilà. Et vous devenez amoureuse folle
du fils du plus gros joaillier japonais. Pas folle, hein, quand même. Elle est pas folle. Elle n'est pas folle, hein. Amoureuse folle, c'est beaucoup dire, mais enfin, c'est un bon souvenir. Oh là! Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais couverte de bijoux, puisque Ouais, bah oui. je ressemblais à un sapin de Noël. Comme je l'ai plaqué finalement 7 jours avant la date prévue pour le mariage, dans un mouvement parfaitement stupide, je lui ai rendu tous les bijoux. J'ai jamais compris ça, c'est pourquoi j'ai idiot. fait ça. Ça, c'est con. C'est stupide. Mais pourquoi vous nous C'est pas Mona Ayoub qui aurait fait ça. Je dis à un moment, il vaut mieux jouer l'étranger débile parce qu'il se croit supérieur à nous, en fait. Leur humilité et leur politesse cachent le plus souvent un complexe de supériorité assez phénoménal, en effet. Ouais. Et c'est vrai que si on se fait passer pour l'étranger débile, alors on est très marche aimé. bien. Mais à partir du moment où on montre qu'on connaît leur langue, et ça commence Ça à aller les beaucoup énerve. moins bien. Ça Ouais. commence à aller Faut beaucoup bon moins savoir. bien. Oui. Bien, et alors là, bon, on l'a fait courte. Vous écrivez votre premier manuscrit, c'est-à-dire Hygiène de l'assassin. Vous l'envoyez à deux maisons d'édition, Gallimard et Albin Michel. Et Gallimard, alors incroyablement, Philippe Solers refuse le manuscrit d'Amélie Nothomb en disant « J'aime pas les canulars ». Et c'est vrai qu'à l'époque, le bruit avait couru, je m'en souviens, que c'était pas vous qui l'aviez écrit, on disait c'est un homme âgé, un homme cultivé qui a écrit ça, oui. c'est Bazin, c'est Tournier, c'est Jacques Laurent. Mais ça en dit long sur l'idée que les gens se font des jeunes. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. J'arrête. Excusez-moi. En plus, c'est dégueulasse ce qui se raconte. Non, pas du Non, tout. c'est dégueulasse. Non, j'aurais honte à votre page. Après, je suis toute rouge, j'ai besoin d'être à l'école et qu'on s'est fait piquer. Ça, Et si vous continuez, je vous mets ça, attention. Ah ouais. C'est la punition, c'est Imouvrini. Donc vous êtes chez Albin Michel, vous êtes contente d'être chez Albin Michel. Ravie. Bon, ça va. Donc je remercie beaucoup Solers de Et quand vous m'avoir croisez refusé. Solers, c'est vous vendez énormément de bouquins, vous êtes traduite dans 20 pays, enfin, c'est énorme votre succès. Quand vous croisez Solers, qu'est-ce qu'il vous dit? Il affecte de me confondre avec une attachée de presse. Ah oui. Ah, il est bien. Alors, c'était votre premier, l'Hygiène de l'assassin, c'était votre premier roman, Hygiène de l'assassin, publié, mais vous aviez déjà écrit, c'était en fait votre 11e manuscrit, vous avez écrit 36 bouquins. Oui, je suis en train d'écrire le 37e. Et vous écrivez 3 bouquins par an. 3,7 pour être exact. Voilà. Oui. C'est son côté japonais. Elle est géniale. Et alors, vous les publiez pas tous, il y en a Non, que... non, vous avez- la publication est à peu près un accident dans ce Ouais. que j'écris. Puisque, oui, il y en a 8 qui sont publiés sur 37. Ouais. Alors, vous dites que c'est une situation pathologique incontrôlée. C'est de la graphomanie, il n'y a pas d'autre mot, non? Mais pourquoi ferais-je autre chose alors que ça me procure un si grand plaisir? Oui, vous dites c'est une maladie qui me fait jouir. Exactement. Alors pourquoi guérirais-je? Oui. C'est pour ça que vous n'êtes jamais fait psychanalyser, d'ailleurs. Non. Oh, Vous non, avez non, c'est raison. mon gagne-pain, tout ça. Vous dites un truc qui n'est pas très féminin, quand même. Je ne sais pas si je vais le dire. Vous savez que je suis très discret comme mec, moi. Qu'est-ce qu'il va dire? Là, je ne sais pas si je vais pouvoir... Vous dites, je suis comme les vaches, en parlant de l'écriture, je suis comme les vaches, j'ai besoin d'être traite tous les matins. C'est immonde. Non, je suis d'accord, c'est tout à C'est fait terrible de immonde. dire ça, non, franchement, Amélie. C'est horrible. Faut arrêter de dire ça. C'est horrible, mais le problème, c'est que c'est vrai. Allez, Loïc, Allez. écoutez-vous. Une bonne normande du Japon. Mais vous avez des problèmes, quand même, sérieusement, vous avez quand même un certain nombre de problèmes psychologiques, parce que, par exemple, vous flashez sur les gens laids. Mais pas uniquement. Bah si, mais aussi. Des fois, vous avez rencontré un mec laid dans un bus, et vous avez envie d'aller le féliciter pour l'originalité de son interprétation de la Mais je laideur. pense en effet que certaines personnes mériteraient d'être félicitées pour leur aplomb dans la laideur. Ouais. C'est vrai. Et vous voyez un homme laid, vous dites, je rêve d'être dans les bras de cette glaire vivante. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai écrit ça dans un de mes bouquins. Ah ouais, là, vous l'avez écrit, vous l'avez jamais dit, oui. Voilà. Bah, en revanche, vous mangez de la pourriture végétale, ça vous le... Mais ça, c'est très joli et c'est très bon. Vous êtes pourritophage, en fait. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire Mange que dans les poubelles. Quand, Non. Vous mangez quoi? quand je Vous me laissez nourris pourrir moi-même- les aliments. Quand je me nourris moi-même... Bien, Perron, lui, ça lui arrive tout le temps, mais c'est parce qu'il est sur un bateau. Mais lui. justement, je comme me j'ai des nourris problèmes de essentiellement conservation à bord, ça de m'intéresse. végétaux pourris, pour des raisons gustatives, parce que je trouve ça... T'achètes de la salade T'as et une tu la vieille laisses carotte moisir. pourrie. J'achète des fruits, je les oublie, et 6 semaines plus tard, ils commencent à devenir bons. Ah oui, parce que là, on les oublie pas à l'odeur, on les retrouve, quoi. Mais j'ai une salle prévue pour... Pour ça, c'est vrai? ça, oui. Étonnant. Tous les soirs. Et est-ce qu'on peut éventuellement t'envoyer des aliments qui sont. Mais avec Et grande j'ai- joie. Avec parce que grande j'ai joie. quelques aliments périmés, là, Il y a du- quand même Ouais. Non, mais c'est- J'adore ça. du verre de J'adore gris ça. là, pourri autour. Mais justement, le verre de gris, c'est le meilleur. En plus, c'est très joli, il y a des poils verts qui Oui, poussent. exact. Et vous êtes jamais malade?
Non, parce que à force d'avoir avalé toutes les maladies possibles et imaginables, je les ai Marquez, la toutes mal- pénicilline, c'est un champignon, c'est une pourriture. Voilà, hein, je suis. ouais. Mais c'est Nietzschéen, quoi. Ce qui Vous ne me êtes tuera pas plusieurs me à rendra faire plus ça, fort. Voilà. Voilà. Ouais. C'est quand elle mange une pomme fraîche que là, alors. C'est terrible. Voilà, là, Ça, elle boit un jus d'orange. c'est foutu, là, un jus d'orange. Et tu alors, fais ce que- la fin des marchés, tu sais, dans les marchés, il y a des gens Mais qui tu viennent. rigoles, mais c'est tout à fait c'est vrai. Je vis souvent un moment terrible dans ma vie. C'est quand je passe sur les marchés quand c'est fini et qu'il y a les trucs qui traînent. Là, je sens un combat entre ma dignité humaine et mes bas instincts. Parce que je vois des vieilles grappes de raisin qui traînent par terre, j'ai envie de me jeter dessus. Mais en même temps, je dis non, mais les gens vont me regarder, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Mais Votre non, hobby, c'est de vous faire vomir. Vous adorez vomir. non, ce n'est pas si simple que ça. Ça revient au même, quoi. Je ne joue pas du tout à me faire vomir, c'est pas ça. Pour écrire, pour atteindre l'état mental nécessaire pour que j'écrive, je dois m'administrer à jeun le matin un demi-litre de thé beaucoup trop fort. Et ce thé me rend malade. Bon, la réaction normale est le vomissement. Ah d'accord. Donc c'est pas un hobby en fait. Mais c'est pas du tout un hobby. Mais C'est comme le café de j'ai Balzac, expérimenté oui. des techniques extraordinaires pour m'empêcher de vomir. À partir d'un certain moment, j'ai le droit, mais pas tout de suite, quoi. Est-ce que vous avez toujours le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre, vous êtes deux à l'intérieur de votre corps et que vous avez cet ennemi qui vit en vous? Mais ça, sincèrement, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de tellement personnel. Oui, Ouais. en effet, j'ai un sacré ennemi en moi, mais j'ai l'impression qu'on est nombreux à pouvoir le dire, non? Vous connaissez le portrait chinois. Si t'étais une fleur, si t'étais un... Voilà. Là, je vais vous faire l'anti-portrait chinois. Elle est super, elle bouge pas pendant le jingle. J'ai pas bougé, mais j'avais la bouche ouverte aussi. Alors, si vous étiez une injure, vous seriez quoi comme injure? Foutre ciel. Foutre ciel. C'est très beau. Si vous étiez une maladie? Le syndrome d'Elsenweiver-Platz, qui est une maladie que j'ai inventée dans un de mes Ah romans. d'accord, vous me rassurez. Je croyais que c'était comme Creutzfeldt-Jacob ou non. Non. Si vous étiez un accident? Mon passage à cette émission. Si vous étiez une perversion? L'écriture. Si vous étiez une guerre? L'invasion du Japon par la Belgique. Si vous étiez un microbe? La listeria, parce que depuis le temps, la listeria, c'est moi. Hein. Ah ouais. Si vous étiez un dictateur? Un dictateur éclairé. Un vice? Le vinaigre. Une arme? La fourchette. Un supplice? La gourmette. C'est gourmette. Une gourmette? Oui. Comment ça? Porter une gourmette? Oui. Si vous étiez une panne? Ben, là, j'ai une panne, quoi. Si vous étiez une cicatrice? Celle que j'ai là. Si vous étiez une salope? L'une des 343. Si vous étiez un poison? Le mercure. Une torture? Le saumon. Une humiliation? Le serre-tête. Un assassin? Moi. Un détritus? Ce que je mange. Si vous étiez une chanteuse? Ah ben Robert, forcément. Robert, on rallume la lumière, ouais. Robert! Bonsoir Robert. Voilà Robert, donc il y a un chanteur qui s'appelle Catherine et une chanteuse qui s'appelle Robert maintenant. Voilà. D'ailleurs j'ai un petit morceau de Catherine. Mais je suis dans la merde et je vous emmerde. Voilà, maintenant je vais vous mettre un petit morceau de Robert. J'aurais voulu vraiment princesse de rien au bord de ce chemin. C'est Robert. C'est Robert, c'est une amie à vous, hein. D'ailleurs, vous dites, je place la musique plus haut que la littérature. Vous auriez aimé être Robert? C'est clair, moi j'écris parce que je ne sais pas chanter, parce Ouais. que je ne sais pas composer de musique. Mais je place en effet la musique bien plus haut que la littérature, Ouais. c'est clair. Ça n'a pas besoin d'être traduit, la musique, c'est l'avantage. Aucun besoin d'être traduit, l'effet est beaucoup plus fort. Ouais, plus direct. Oui. Ouais, je suis d'accord. J'aimerais être parolière rock, vous avez dit. Comme je n'ai vraiment aucune chance dans la musique, franchement, j'ai aucune disposition d'aucune sorte, j'essaie quand même de glisser mon pied dans la porte Ouais, vous musique l'avez fait, là, vous par avez le seul fait, biais qui est possible. Vous avez fait les paroles d'un des morceaux de Robert. Absolument. Et ça s'appelle L'appel de la succube. Voilà. La succube, vous pouvez expliquer pour nos amis qui... Bien, une succube, c'est
un esprit femelle qui vient tenter les vivants pendant leur sommeil. Voilà. Et un incube, c'est quoi? C'est le mâle d'un... Ah, c'est ça. Oui. C'est le mari de la succube. C'est le mari de la succube. Voilà l'appel de la succube, donc chanté par Robert et paroles d'Amélie Nothomb. Moi, il y a si longtemps, ton sang était le mien. Il y a si longtemps, tu m'appartenais. Pour l'éternité, il y a si longtemps, tu te donnais à moi. Voilà. Vous êtes très copines toutes les deux, non? Oui. Hein? Non, c'est vrai. Oui, bien sûr. que c'est Non, vrai. attendez, je sous-entends rien, là. Ah non, mais non, non, mais en effet, l'amitié est quelque chose d'extrêmement important pour moi et ça tombe bien, oui. Ouais. Bien. Alors, il y a une chose. Alors, les titres sont un peu, je dirais, notons bien, si on peut créer ce néologisme. Il y en a un qui s'appelle Triste et sale. Alors, il y en a un, c'est Nature morte. Et alors, vous faites une chanson qui s'appelle Colchique, mon amour. Ouais. Et en fait, vous parlez du sida dans cette chanson. Oui. Alors, je vais demander pourquoi. Tiens, on va faire un quiz. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi La quoi? chanson Colchique, mon amour parle du sida. Parce que ça parle du sida. Est-ce que quelqu'un sait ici? C'est un rapport avec la plante. C'est un rapport avec Le la virus lui-même ressemble à une colchique. Non. C'est la femme, ça donne- Oui, vous brûlez, vous, Loïc. C'est quoi? Parce qu'il avait La colchique peut, dans la pharmacopée ou la pharmacie tout court, ou je ne sais C'est pas un quoi. poison, non? Voilà. C'est ça, oui, c'est un poison. C'est bien. Oui, c'est un poison, oui. C'est bien. C'est un poison, mais en plus- Une colchique peut tuer une vache. oui, et surtout une colchique, c'est d'abord une fleur qui est très très belle. Oui. Et l'amour, c'est superbe aussi, et de Voilà. savoir que Belle ça peut image. amener la C'est une belle consommation image, de tout hein. ça. Ouais. peut C'est amener bien, ça. Robert. C'est très bien. C'est très bien, C'est très Robert. bien. Très, très bien. Alors, votre premier métier, enfin, quand vous étiez petite, Ouais. vous vouliez être chanteuse. Non. Je suis Bah, si, quand vous étiez toute petite. Ah, toute petite, Toute mais... petite. Après, oui, vous avez alors, fait 10 ans de piano classique, et vous avez fait de la danse, enfin, etc. c'est surtout la danse, Vous avez fait un grand tour pour revenir finalement à la chanson. Voilà, vous avez fait même quelques films et quelques téléfilms. Et puis un jour, en écoutant Marcia Baïla par Rita Mitsuko, vous avez compris que vous pouvez faire autre chose dans la vie que d'attendre un coup de fil. Exactement. Et surtout- vous avez décidé de créer votre univers, de Voilà, créer votre puis monde. Catherine Ringer danse divinement bien, donc c'était une fois de plus la danse qui m'avait attirée. Et comme j'avais toujours écrit, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un musicien. Ouais. Et j'ai trouvé un musicien. Il s'appelle Francine. Robert. Alors Non, vous il dites... s'appelle Mathieu. Non, mais attendez, quand je dis que vous êtes copine, tout le monde voit des allusions. Vous avez quand même déclaré, Robert est vraiment une partie de moi. Oui, mais en déclaré ça au forum de la Fnac. mais en amitié, ça ne me paraît pas du tout inconcevable, enfin. Non, non, moi non plus. Non, mais Ah bon quand même, j'explique pourquoi Oui. j'affirmais ça aussi fort. Oui. Non, je sais pas. Oui, mais moi, je ne suis choquée par aucune de vos paroles, je vous trouve charmant. Bien. Eh bien, écoutez, Robert, merci. Donc, je remontre votre album une dernière fois. Vous allez voir ce qui se passe. Hein. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.